J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour décrypter les coulisses, les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va parler de la grande offensive de printemps de la droite sur l'immigration et c'est du brutal. Et puis le plan écologique présenté lundi par Elisabeth Borne qui a largement déçu. On va s'intéresser au vrai bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie justement. Et puis on évoquera le petit groupe qui fait trembler le gouvernement, le groupe Lyot qui a déposé un texte d'annulation de la réforme des retraites qui sera voté le 8 juin et qui fait déjà trembler l'exécutif. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique et de la communication, la Dream Team du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, l'inévitable Antonin André, éditorialiste politique. Bonsoir Antonin. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'indispensable Émilie Zapalski, communicante, spécialiste en com de crise. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. Et l'inénarrable Gilles Bernstein, rédacteur en chef France Télévisions. Bonsoir Gilles. Bonsoir tout le monde. Et je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, on le disait, la droite a mis le paquet ce week-end sur la question de l'immigration. Éric Ciotti, le président de LR, et Olivier Marleix et Bruno Retailleau, les patrons des groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, ont donné une grande interview au Journal du Dimanche, au JDD, mon journal, où ils ont détaillé les mesures qu'ils proposent pour mettre fin à l'immigration sauvage, je cite. Alors, je résume, il y a un projet de loi constitutionnelle qui permettra d'inscrire la souveraineté française dans la Constitution et donc de pouvoir déroger aux traités européens. Et puis, il y a un autre projet de loi, ordinaire celui-là, avec diverses mesures, rétablissement du délit de séjour clandestin, extension du référendum aux questions migratoires ou encore suppression de l'aide médicale d'État. Gilles Bernstein, c'est du brutal, je le disais, non ? Ah, c'est de droite. C'est de droite. Ça, c'est clairement de droite. Jean-François Copé voulait une droite qui n'ait pas peur d'être de droite. Alors maintenant, c'est lui qui veut plutôt aller chez Macron. Mais alors là, les trois autres... Il trouve qu'elle est un peu trop de droite, cette droite. Absolument. Ça, c'est franchement de droite. Bon, on sent le signal politique, effectivement. Ils ont choisi définitivement pour la droite, on connaît la question. C'est est-ce qu'ils veulent aller rechercher des gens qui sont partis chez Macron ou est-ce qu'ils veulent aller chercher des gens qui sont chez Marine Le Pen et chez Éric Zemmour? Là, la question, elle est vite répondue. Quand on voit ça, clairement, ils ont fait le choix d'essayer d'aller récupérer des gens de droite, très clairement. De droite, ils veulent aussi montrer que là-dessus, ils sont unis. Après avoir montré leur désaccord sur les retraites, ils veulent montrer que là-dessus, c'est vrai qu'à l'Assemblée et au Sénat, la droite ne disait pas la même chose sur les retraites. Là, puisqu'il y avait à la fois Bruno Retailleau et Olivier Marleix, clairement, la droite parle d'une seule voix. La première ministre les avait accusés de ne pas être d'accord sur l'immigration, ce qui franchement était faux. C'est plutôt la majorité, on va en parler tout à l'heure. C'est la majorité, c'est clairement la majorité qui est un peu, qui fait du nini, qui ne sait pas trop où elle est. Là, clairement, ils ont montré qu'ils étaient de droite avec une question. Est-ce que ce que vous avez dit, c'est-à-dire une loi qui permettrait de déroger aux traités européens, est-ce que c'est eux, ils regrettent que la Constitution ne permette pas de le faire. Je ne suis pas persuadé pour autant que ce qu'ils proposent soit constitutionnel et que quand bien même ce serait voté, ce qui n'a aucune chance d'arriver, je ne suis pas du tout certain que le Conseil constitutionnel valide ce truc-là. Alors, vous le disiez, il y a aussi un objectif tactique interne. Il s'agit de ressouder les rangs à LR après une période très compliquée des retraites où on a vu qu'il y avait autant de députés que de positions. Et puis globalement, après 6 années où ils ont été quand même très assommés par le macronisme, les Républicains, est-ce que ça peut marcher l'opération ressouder les rangs sur ce thème très précis de l'immigration ? En fait, je trouve que c'est très triste ou très limité parce qu'ils sont allés chercher, alors en effet, le plus petit dénominateur commun qui peut permettre de resserrer les troupes, y compris des trublions comme Aurélien Pradier. On sait que ça peut fonctionner, c'est les fondamentaux finalement des Républicains et globalement de la droite, avec, pour le souligner quand même, au-delà même de l'envie de draguer un petit peu l'électorat du RN, c'est la rhétorique du RN qui est complètement utilisée. On parle de chaos migratoire dans ces propositions de loi, donc ça va quand même assez loin. Ce que je trouve triste, c'est en effet que les Républicains n'arrivent à se ressouder que par cette thématique qui est devenue
qui est une préoccupation des Français, mais qui n'est pas la préoccupation principale. On sait que c'est passé derrière la santé, derrière le pouvoir d'achat, derrière l'écologie même. Donc, je trouve ça triste, en fait, qu'il n'ait que ça à se mettre sous la dent pour resserrer leurs troupes, pour aussi embêter un petit peu le gouvernement. Ça, on comprend. C'est très tactique. C'est de l'opération de communication politique. Et vous parlez de cette une, on voit ces 3 personnages, masculins d'ailleurs, qui vantent ce nouveau projet, mais qui est... pas d'idées nouvelles. Les Républicains, ça fait des années qu'ils sont en effet très dispersés, qui n'ont pas d'idées nouvelles, qui ne savent plus se positionner coincés entre Macron et le RN. Et là, ils nous offrent l'immigration. C'est quand même un petit peu... C'est un peu téléphoné. Oui. Alors, pas d'idées nouvelles, c'est vrai, d'autant plus que la possibilité de déroger au traité européen, l'inscription de la souveraineté française dans la Constitution, c'était déjà dans le programme de quelqu'un, et c'était Madame Le Pen à la dernière présidentielle. Et d'ailleurs, Jordan Bardella a dit que... C'est du copier-coller. Voilà, c'était du copier-coller. À quoi ils jouent les LR? Alors, en fait, effectivement, leur programme se rapproche de l'illibéralisme, c'est-à-dire qu'on est proche du modèle hongrois, c'est-à-dire on peut déroger on peut sortir des traités européens sur des sujets précis, et en l'occurrence la souveraineté. Je vais nuancer un peu ce qu'ont dit mes 2 petits camarades. Bien sûr, il y a un coup politique. Il s'agit de couper l'herbe sous le pied à Emmanuel Macron qui, sur ces questions d'immigration, est complètement perdu, n'a pas vraiment de boussole, pas de colonne vertébrale. On ne sait pas exactement quelle est sa position entre fermeté et accueil de migrants sur les métiers en tension. Mais je trouve que dans les commentaires qu'on fait, on a tort de renvoyer uniquement les LR à la radicalité de leur proposition. Je m'explique. Je pense que quand j'entends la France insoumise dire, par exemple, que l'immigration n'est pas un sujet et que le sujet principal, c'est le pouvoir d'achat, c'est une erreur. Ça fait des années... Une forme de déni de la gauche, voilà, on va dire. ça fait des années et des années, en fait, que l'immigration est un sujet un peu brûlant. Or, c'est un sujet de plus en plus pressant parce que les migrations climatiques vont faire que, effectivement, qu'on le veuille ou non, il va y avoir des mouvements de population massifs sur la planète. Et je trouve que donner le sentiment que ça n'est pas une priorité et ne pas poser des questions... Je vais aller au bout. Et ne pas poser des questions concrètes. Moi, je trouve que la gauche devrait effectivement se questionner sur les quotas, se questionner sur l'aide médicale d'État, pourquoi pas. Mais t'as remarqué que la question de David portait sur la droite. C'était pas ça. Je sais bien, mais parce que tout le monde les renvoie à cette espèce de caricature. Évidemment, il y a un coup politique. Évidemment, ils draguent les électeurs du Rassemblement national, sauf qu'ils ont oublié que le bon vieil adage en politique, on préfère toujours l'original à la copie. Donc, disait Jean-Marie Le Pen. De toute façon, ils n'obtiendront pas grand-chose en termes de vote. En revanche, là où je trouve que leur offensive, malgré tout, a quand même une vertu, c'est de pousser les politiques à regarder ce sujet-là et à essayer de s'en saisir, ce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été capable de faire et que la gauche a totalement oublié et perdu, alors que c'est un vrai sujet concret pour les Français qu'on ne pose jamais en termes assez pratiques. Alors, du point de vue de LR, est-ce que ça peut marcher? D'une part, est-ce que ça peut ressouder les rangs vraiment à long terme? On sait qu'il y a quand même il reste quand même quelques modérés à droite, quelques libéraux, quelques progressistes. Donc, est-ce que ça va vraiment ressouder les rangs républicains? Et puis, 2, est-ce que ça va leur permettre de récupérer, ne serait-ce que un électeur passé de LR au Rassemblement national, cette offensive, Gilles Bernstein? Je réponds, puis après, je répondrai sur la gauche. Non, je ne pense pas que ça puisse pour répondre clairement à votre question, je vois pas tellement pourquoi des électeurs de droite, qui ont choisi, c'est quand même une certaine forme comment dit-on, de passage à l'acte, qui étaient des électeurs républicains, qui ont choisi d'aller chez Marine Le Pen. Une fois que c'est fait, ils ont brûlé leur vaisseau, vous voulez dire? Je pense que peu vont revenir en arrière. Voilà, d'un point de vue républicain, que certains reviennent vers la droite républicaine et délaissent Marine Le Pen, j'en serais ravi. Je ne suis pas certain que ça va marcher. Maintenant, pour répondre à Antonin, moi je trouve qu'ils ont parfaitement raison. C'est pas le fait qu'ils s'en emparent, c'est la façon dont ils s'en emparent. On peut s'en emparer sans forcément aller vers des solutions extrêmes. Et quand tu dis personne ne s'en occupe et le président de la République non plus, là où je trouve que tu as raison, c'est que le président de la République a beaucoup varié. On se souvient de sa première campagne présidentielle, où, en gros, il traitait plutôt Manuel Valls, qui était son Premier ministre, quasiment de fasciste, parce qu'il reprochait à Angela Merkel
parce que Manuel Valls reprochait à Merkel d'accueillir des réfugiés. Et lui disait, c'est très bien, l'Europe doit être ouverte, etc. De même, Manuel Valls avait fustigé Macron qui, à l'époque, voulait s'intéresser aux causes sociales du djihadisme. Exactement. Et puis après, il est arrivé au pouvoir, il a rencontré Gérard Collomb, et puis on sent qu'il a changé. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup varié. Mais pour le coup, on en parlera peut-être, le projet du gouvernement aujourd'hui s'empare de la question de l'immigration. Et s'empare, alors avec les soubresauts politiques qu'on sait, et s'empare de façon, je trouve, plutôt plus équilibrée, avec effectivement être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, comme le dit avec le sens de la formule qu'a Gérald Darmanin, mais avec et du sucré et du salé, le gouvernement s'en empare et de façon moins radicale que ne le fait la droite. Là, c'est vous qui êtes très gentil. Un dernier mot, et que la gauche devrait s'en emparer aussi. Alors là, je suis, tu as 1000 fois raison, Antonin. Alors, gentil avec les méchants et méchants avec les gentils, disiez-vous. Là, c'est vous qui êtes très gentil avec le gouvernement, parce que quand même, le gouvernement... Non mais attendez, il a présenté et retiré son texte 7 fois. Il a dit qu'il le présenterait en un seul texte, avec le volet répressif, on accélère les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, et de l'autre, on met en place un système plus libéral pour les métiers en tension, avec un titre de séjour, et un texte en 2 parties, un texte en 1 partie, pas de texte, un texte plus tard. Il y a eu des allers-retours dans tous les sens, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé, Émilie ? Moi, j'ai une théorie. Allez-y, ça reste entre nous. Je pense que en même temps, au niveau pratique, ça marche pas. On voit bien que c'est un échec absolu. C'est très beau sur le papier, c'est très beau quand on le fantasme, parce que oui, c'est intéressant d'avoir des idées pragmatiques de droite et de gauche et de les appliquer, mais on voit bien que sur certains sujets, et les sujets se multiplient, que c'est un échec total, parce qu'il n'y a pas de choix réellement fait. C'est vrai, Antonin, ce que vous dites, là au moins les LR, ils font un choix, mais alors ils font un choix tellement radical, qui est presque caricatural, qui est du côté de l'extrême droite. Et pour le coup, ils sont pas pragmatiques, parce que, comme je le disais, ils parlent de chaos migratoire, sans donner de chiffres, sans donner de perspectives un peu froides, j'allais dire factuelles, qui nous permettraient d'y voir plus clair ce qui serait nécessaire sur ce sujet. Donc je pense que là, en même temps, marche pas, et c'est vrai que les LR les poussent le gouvernement à se dévoiler, et ils n'y arriveront pas, probablement. On sait que Darmanin commence les consultations, justement, pour son projet de loi. On sent que c'est très mal embarqué. On se souvient du projet de loi Asile et Immigration, premier quinquennat, 2018, ratage total. Première grande crise au sein de la majorité, d'ailleurs. Complètement vidé de sa substance, parce que ça ne satisfaisait ni l'aile gauche ni l'aile droite, donc c'est quand même assez réduit. Je pense que ce qui est intéressant pour les Républicains, même si je trouve que la thématique est quand même un peu pauvrette, c'est qu'ils commencent à recommuniquer, à regonfler leurs troupes, parce que en effet, ils ont quand même cette possibilité de faire l'arbitre au sein de l'Assemblée nationale, mais qu'ils le fassent sur d'autres thématiques, parce qu'on sait que l'après 2027 peut leur donner une possibilité. Il n'y aura plus Emmanuel Macron, il va y avoir beaucoup de concurrents sur cette aile droite, parfois extrême droite, que représente Emmanuel Macron maintenant. Ils ont intérêt à se positionner, ils peuvent se positionner. Et là où je vous rejoins Antonin, c'est qu'au niveau des idées, il y a quand même quelques petites choses. Moi, je trouve, c'est dommage qu'on le pose que sur l'immigration, mais je trouve que questionner l'Europe, c'est quand même intéressant, parce qu'après toutes les crises qu'on a vécues, toutes les difficultés que l'Europe nous a mis dans les roues, après, on a réussi à s'arranger sur les vaccins, sur les masques, sur plein de choses. Je trouve que c'est sur l'industrie même. C'est intéressant de reposer cette question, mais plus globalement, pas que sur l'immigration, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que l'Europe, on pourrait plus céder sur les frontières et sur l'immigration, mais sur plein de sujets, on pourrait reposer la question. Et deuxième chose, sur l'idée des référendums, sur d'autres sujets que ceux qui sont prévus par la Constitution, je trouve ça intéressant, évidemment dans un cadre précis, parce que les référendums, c'est dangereux, on répond souvent à la personne et pas à la question posée, mais les conventions citoyennes, en tout cas, ce chapitre de démocratie plus participative, mais qui se positionne là-dessus et pas que sur l'immigration, quoi. Antonin, qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement justement face à cette offensive ? Il est coincé, ça va souligner ses divisions, ses difficultés sur ce terrain ? Il est coincé, ou alors on peut faire du judo. On peut faire du judo avec les Républicains. C'est un peu ce que j'essaye de faire moi. C'est-à-dire que on peut faire du judo, on peut les prendre au mot. C'est vrai que par exemple sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Le gouvernement nous dit on va renforcer les OQTF, on va les appliquer. Mais comment ? En fait, concrètement, comment ? Alors, les Républicains, ils disent, on va supprimer les visas, on va supprimer les transferts de fonds vers les pays concernés, le Sénégal, l'Algérie. Bon, discutons de ces sujets-là.
Quelles conséquences ça a? Est-ce que c'est faisable ou pas? Et en fait, si vous voulez, l'immigration, c'est un sujet qui est hautement inflammable et qui est très idéologique. Et passionnel. Et la façon de le traiter pour sortir de ces fantasmes, c'est d'être extrêmement concret. Donc moi, je serais Gérald Darmanin, je serais le gouvernement, j'essaierais, d'une certaine façon, de rebondir sur 1 ou 2 points des Républicains et de mettre les politiques face à leurs responsabilités. De poser les questions de façon extrêmement pratique. Qu'est-ce qu'on fait sur les OQTF? Est-ce qu'on durcit les conditions du droit d'asile? Comment on fait pour effectivement avoir une législation? Pourquoi pas? Posons la question, est-ce que la France peut avoir une législation différente sur l'immigration que le reste de l'Europe? Ou au contraire, est-ce qu'il faut en faire une priorité en Europe? Et à ce moment-là, c'est un combat politique qu'il faut mener de façon collective. Mais je veux dire, tant qu'on reste dans le fantasme et dans l'anathème en disant les LR font la copie conforme de l'extrême droite et Emmanuel Macron est équilibré et la gauche est angélique, on n'en sortira pas. Alors il y a un point très précis sur lequel le gouvernement a répliqué, c'est justement le fait c'est cette modification constitutionnelle qui donnerait une souveraineté française par rapport au traité européen. C'est ce que propose la droite. Et on a entendu Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et pour qui modifier la Constitution, c'est no way. On l'écoute tout de suite. C'est envisageable. Ça veut dire, mais indépendamment de la question de l'immigration, ça signifierait que la France, en Europe, dirait je participe à la construction européenne, je participe à l'Union européenne et donc à quelque chose de communautaire. Et dans le même temps, je dis que sur tel ou tel sujet, il y a primauté de ma règle sur la règle commune que nous avons choisie ensemble avec les partenaires européens. C'est le contraire de la construction européenne et ça nécessite évidemment une révision constitutionnelle, chose assez impossible à mes yeux, surtout dans ce sens-là, qui par ailleurs singulariserait et stigmatiserait la position de la France au sein de l'Union européenne. Bon, pour le ministre Dussopt, c'est circulé, il n'y a rien à voir, cette proposition est sans queue ni tête. Gilles Borstein. Il y a 2 questions. Il y a la possibilité pratique de faire une révision constitutionnelle. Olivier Dussopt considère qu'il n'y a pas les conditions de majorité requises. Très bien, je pense qu'il n'a pas tant, et voilà. Après, il y a ce que ça signifie. C'est vrai que c'est un débat sur qu'est-ce que la souveraineté. Antonin en a parlé tout à l'heure quand il parlait des démocraties illibérales. Vous avez en Europe et en France, en Europe, Orban, Erdogan s'il est réélu, ce qui est probable, les Polonais qui disent on a un problème de souveraineté parce que la façon dont est faite l'Europe fait que ce pourquoi votent les peuples, on ne peut pas les appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a partout à l'intérieur des cours constitutionnels, c'est le Conseil constitutionnel en France, et puis il y a surtout des cours supranationales, le Conseil, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice européenne, je ne sais jamais laquelle, fait quoi, qui empêche que des lois voulues par les citoyens à travers les élections, soit appliqué sur le territoire. C'est ce que Laurent Wauquiez a dit dans son interview au Point. Il dit maintenant, moi je ne veux plus de ça, je veux que quand les citoyens votent pour quelque chose, ça soit appliqué dans le cours du mandat, parce que sinon la démocratie ne rime plus à rien, et lui il en fait un argument démocratique. Il lui dit après, on ne peut pas s'étonner que les gens n'aillent pas voter, ou qu'ils aillent voter pour des extrêmes, pour des solutions populistes et démagos, si quand ils votent pour des trucs, de toute façon ça ne voit jamais le jour. Et les autres, les sociodémocrates, en gros disent bah non, l'Europe c'est quelque chose, il y a des normes européennes qu'on doit respecter, qui doivent s'imposer, y compris à la volonté des peuples, et c'est là-dessus qu'il y a un débat entre ce que propose la droite et ceux qui refusent ce que propose la droite. Vous avez posé le problème, vous n'avez pas répondu à la question. Le vrai problème, en réalité, c'est la faillite de l'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on en est à se poser cette question-là sur la souveraineté en matière d'immigration, c'est parce que l'Europe ne s'est pas saisie du sujet et qu'elle reste sur des sujets économiques, concurrentiels, quand elle est acculée, elle prend des décisions. Mais en réalité, avec ce que j'ai dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, l'Europe doit se saisir de ce sujet de l'immigration et le traiter de façon collective et convaincante auprès des peuples européens, ce qu'elle ne fait pas. Donc tant qu'elle ne le fait pas, eh bien on est dans le vent dans le dos pour les démocraties libérales. Vous avez raison, elle s'est emparée des sujets économiques, des sujets médicaux, mais pas du tout de l'immigration, qui est une vraie pomme de discorde sur le continent. Merci pour ces commentaires. On se retrouve très vite après une petite pause pour la deuxième partie de notre débat consacrée au bilan écologique du gouvernement. Merci. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Deuxième sujet de notre débat, Elisabeth Borne qui a présenté lundi un grand programme de planification écologique, objectif très ambitieux mais aussi beaucoup de critiques. Alors,
ces objectifs chiffrés de la France en matière de décarbonation. C'est une baisse de 50% de nos émissions de CO2 par rapport à celles de 1990. C'est un objectif très ambitieux. Et pour cela, il faudrait que les bâtiments réduisent leurs émissions de 53%, l'industrie de 37%. Et puis surtout, on écoute la Première ministre qui nous explique que chacun va devoir mettre la main à la pâte. Au total, la moitié de l'effort sera accompli par les entreprises, notamment les grandes entreprises, un quart par l'État et les collectivités, et le dernier quart par les ménages. C'est très ambitieux, mais est-ce que c'est réaliste et jouable, Gilles Bornstein ? Oula, c'est compliqué. C'est un immense défi. Voilà, réussir la transition écologique. Et là, c'est surtout le financement. Trouver les moyens de financer est un immense défi. Non, je suis pas dit comme ça. Est-ce que c'est... Je sais pas quoi répondre à votre question, franchement. Non, ça va être extrêmement compliqué parce que quelqu'un aurait dit ça va coûter un pognon de dingue. Jean Pisani-Ferry a chiffré ce pognon de dingue. En gros, c'est 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans. C'est énorme. C'est énorme, sachant qu'au début, la transition écologique, quoi qu'en dise le président de la République, ne s'autofinancera pas et qu'il faudra trouver de l'argent et que c'est toujours pareil. Ça dépend qui paye. Alors après, on pourra rentrer dans le détail de ce que Pisani-Ferry propose, qui faire payer. On va y venir. Voilà. Le problème, c'est que les observateurs, notamment les ONG, ont tous souligné que ça manquait beaucoup d'abord de mesures très concrètes et de dispositifs concrets, et puis surtout de moyens budgétaires, comme le disait Gilles Émilie Zabarski. C'est un peu le problème depuis le début, même premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est une problématique qui prend en compte, mais plus en termes de communication qu'en termes d'action réelle, parce que ça rentre pas tellement dans son logiciel. Lui, il est plutôt pour la croissance absolue. On le voit bien avec les investissements étrangers. Voilà, non, mais la croissance dans le style, on va réussir à augmenter la croissance, la production, à investir et à accueillir des investisseurs étrangers. Il faut que la machine, voilà, parce que c'est cette machine qui nous permet de réduire le chômage, ce qui est le cas. Donc il est vraiment là-dedans et il voit, je pense, l'écologie comme une dépense. Et à mon avis, c'est l'erreur principale parce que on le voit bien. Et d'ailleurs, plus on est au pied du mur, plus c'est une dépense. Mais si on commence à investir, pour moi, c'est un investissement l'écologie, puisqu'à terme, mais à terme très longtemps après, ça nous permet des économies d'énergie, ça nous permet, et puis ça va dans le sens de l'histoire. Il ne faut pas rêver. Jean Pisani-Ferry. Oui, mais c'est pas Emmanuel Macron, puisque Jean Pisani-Ferry propose d'ailleurs en termes de financement, parce que c'est l'autre problème, c'est que si on prend comme une dépense et pas comme un investissement, mais ça fait lourd, parce qu'en effet, 50 milliards d'euros par an, c'est costaud. C'est un investissement, c'est-à-dire qu'à terme, il y a un retour sur investissement qui n'est pas conciliable avec les agendas électoraux. C'est-à-dire que ça va être dans 30 ans ou dans 50 ans qu'il va y avoir des retours. Oui, c'est pas pour la présidentielle de 2027. C'est pas tout de suite. Et en effet, le gouvernement s'attaque un petit peu à la dette, s'attaque à la fin du quoi qu'il en coûte. C'est difficile pour lui de réouvrir cette vanne-là, mais ça va être indispensable. Et moi j'étais un petit peu amusée par justement les propositions de Jean Pisani-Ferry, qui a été un des conseillers éco d'Emmanuel Macron en 2017, qui lui propose ce qu'il ne veut absolument pas, c'est-à-dire taxer les plus riches. En tout cas, c'est dit un petit peu au bas de la page dans son rapport, le rapport de France Stratégie qui a été remis à Matignon. L'idée d'aller trouver, et en même temps, c'est quelque chose que proposent pas mal de pays, que proposent pas mal d'économistes, d'eurodéputés, de se dire, de toute façon, c'est que l'écologie, c'est inégalitaire, il va falloir trouver un moyen de financer pour que les plus pauvres ne payent pas la même chose que les plus riches. C'est pas complètement idiot d'aller chercher dans la poche des plus riches, ou en tout cas, de se poser la question du mode de financement d'une manière équitable pour cette thématique qui, même si Emmanuel Macron y va à reculons, nous tombe dessus d'année en année de manière de plus en plus virulente. Alors, c'est un impôt temporaire sur le patrimoine des 10% des ménages les plus aisés, impôt financier, que propose l'économiste Pisani-Ferry, qui est proche de Macron. C'est pas tout à fait dans l'ADN macroniste, là, Macron qui n'a eu de cesse de raboter toute la fiscalité des impôts et autres ISF. Oui, d'ailleurs, il y est plutôt hostile. Il l'a fait savoir, il est plutôt hostile à cette proposition. Effectivement, il a supprimé l'ISF pour le remplacer par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui en fait épargne les grandes fortunes financières et effectivement ce que vise exactement Jean Pisani-Ferry. Ce qui paraît incontournable et incontestable dans la démonstration de Jean Pisani-Ferry, c'est pas seulement qu'il y a un problème social, c'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui demander aux classes moyennes de supporter un effort aussi lourd, alors même qu'elles sont aujourd'hui asphyxiées, qu'elles voient leur pouvoir d'achat baisser, qu'il y a ce sentiment de déclassement dans le pays, et qu'en plus on va leur faire payer la facture de la transition écologique qui va être très élevée. Il y a aussi le sujet que
les plus riches sont ceux qui consomment le plus d'énergie, en fait. Ce sont eux les plus gros pollueurs. Donc, d'une certaine façon, il y a aussi une cohérence à aller taxer ces fortunes-là parce que ce sont elles qui créent le plus de dégâts ou qui consomment le plus d'énergie. Donc, il est normal de faire peser sur elles davantage de charges financières. Pour le reste, si on dézoome un petit peu, il y a quand même un grand mal français qui dépasse Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron sur l'écologie, bon, on a laissé partir les panneaux solaires en Chine, on s'est réveillé très tard sur le renouvellement du parc nucléaire français. Il y a quand même un grand changement qui est apparu depuis 15-20 ans, qui n'existait pas dans les années 60-70, pardon de faire un peu l'ancien, une époque Allez, faites-vous plaisir. Une époque où Gilles lui a bien souvenir parce qu'il était jeune dans ces époques-là, mais moi j'étais pas né. Et en l'occurrence, il y avait un consensus de la classe politique. Il y avait un consensus politique sur la dissuasion nucléaire, un consensus de la classe politique sur une stratégie sur le nucléaire à long terme, un consensus politique sur l'agriculture intensive qui devait nourrir tous les Français et un modèle extensif d'agriculture. Aujourd'hui, on n'a plus de stratégie de long terme consensuelle, discutée et partagée par les partis politiques qui irait dans l'intérêt général. Et c'est le grand mal de l'écologie et c'est une des explications pour lesquelles on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, au pied du mur, avec un mur financier devant nous et aucune feuille de route, aucune stratégie, comme un canard sans tête, alors que c'est un dérèglement climatique qui va impacter nos vies de façon extrêmement durable. Alors, justement, le mur financier, on le disait tout à l'heure, l'économiste Jean Pisani-Ferry, il plaide pour un endettement maximum en disant, voilà, il faut assumer de s'endetter pour investir maintenant, puisque nous aurons à terme des retours sur investissement. Est-ce que c'est bien raisonnable alors qu'on vient de passer la barre des 3 000 milliards de dettes, Gilles Bornstein? D'abord, je voudrais dire qu'en dépit de la mesquinerie d'Antonin André, je valide cette espèce d'envolée digne de la revue Esprit qu'il vient de faire sur le problème de la France vis-à-vis de l'écologie. Plusieurs choses. D'abord, je trouve que sa proposition d'impôt est assez bien pensée, parce que effectivement, c'est sur le capital financier, c'est-à-dire ça ne prendrait pas en compte l'immobilier qui est déjà pris en compte. Oui, mais on le disait, c'est précisément ce que Macron ne veut surtout pas faire. C'est ce que Macron ne veut pas faire, mais alors pour la première fois, il y a des voix discordantes d'assez haut niveau dans la majorité, parce que hier matin, il y a deux ministres importants, le porte-parole du gouvernement qui a dit pas question, et Olivier Véran, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a dit pas de tabou. Christophe Béchu, venant de la droite, disant pas de tabou, il l'a dit la veille chez Quotidien, il l'a redit. Béchu. C'est méchant, mais... Transition écologique. André souligne le manque de notoriété du ministre de la Transition écologique. Même Emmanuel Macron le reconnaît. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il est peu probable que le gouvernement aille vers cette solution, mais je note que pour la première fois dans la majorité, il y a des voix pas complètement inexistantes qui disent il faut envisager cette solution de l'impôt. Parce que, en fait, le gouvernement doit arbitrer entre l'attractivité de la France et le social. Alors certes, il veut pas augmenter les impôts parce qu'il considère que l'attractivité de la France, c'est le plus important, mais à un moment, il va y avoir un problème de cohésion sociale, et comme l'a dit Antonin, on va ne pas pouvoir demander éternellement des efforts aux mêmes, de demander aux gens de changer de voiture pour une voiture beaucoup plus chère, de changer leur chaudière à gaz pour une pompe à chaleur beaucoup plus chère, sans montrer qu'on demande des impôts aux autres. Donc voilà. Le fameux débat fin du monde contre fin du monde. Et le président de la République va devoir arbitrer entre des risques différents. Quant à l'endettement sur lequel vous m'avez posé la question, Jean Pisani-Ferry dit clairement que l'endettement, ça sert à ça. Ça sert à des dépenses d'investissement de long terme et pas pour finir les fins de mois du gouvernement. Et il dit même les agences de notation, parce qu'on sait que le gouvernement a peur de s'endetter trop par peur d'un nouveau déclassement de la France par les agences internationales. Intelligente. Est-ce que dit Jean Pisani-Ferry? Alors il le dit, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Elles sont assez intelligentes pour constater que si on s'endette pour de bonnes raisons et pour un retour sur investissement futur dans longtemps, eh bien on le reprocherait pas à la France. Alors ça pose la question du bilan du quinquennat Macron en matière d'écologie. Et on a quand même le sentiment, au vu des réactions après l'annonce du plan Borne de lundi, que ce bilan il est un peu maigre, alors que je rappelle que c'était une priorité vous entendez le vent de sa campagne présidentielle. Antonin André nous fait le bruit du vent. Je me tourne vers vous, Émilie. On avait un quinquennat qui devait être écologique ou qui ne serait pas. Absolument, c'était sa formule. C'est la phrase pour le deuxième quinquennat. Absolument. Donc je pense qu'il y avait aussi cette envie de satisfaire un petit peu des électeurs dont il avait besoin. Et on avait un Jean-Luc Mélenchon qui était très offensif sur cette thématique. D'ailleurs, c'était le principal dans la présidentielle 2022 qui parlait de ce sujet-là, qui a d'ailleurs rapatrié des jeunes
auprès de ses électeurs. Et on a senti qu'Emmanuel Macron a voulu saisir ça. Moi, je pense que c'est en effet resté de l'ordre de la communication. On l'a dit, on l'a souligné tout à l'heure, on a un ministre de la transition écologique qui est absolument pas connu, qui arrive pas Christophe Béchu, pour ne pas le citer. Voilà, c'est sûr que Nicolas Hulot était plus connu. Qui arrive pas. Oui, alors lui, avec ses accusations, c'était encore compliqué, mais en tout cas, le choix a pas été très judicieux. Elisabeth Borne n'arrive pas à incarner ça non plus, parce qu'elle est dans la politique des petits gestes, des petites actions. Alors même qu'elle a été elle-même ministre tout à de la fait. transition Et elle a écologique. été, elle est probablement efficace et pragmatique, mais en tout cas, ça n'imprime pas. Et on sent un Emmanuel Macron qui ressaisit le sujet sur YouTube, sur Internet, en annonçant des RER dans les 10 métropoles comme ça, comme si ça n'imprimait pas. Et c'est ce qui est le cas. Je pense que c'est que de la communication, Émilie, c'est ça? Que de la communication, mais encore une fois, c'est très compliqué sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est... Donnons-leur le gage de commencer à s'en occuper, pourquoi pas, mieux vaut tard que jamais. Il a découvert ça aux vœux. C'est vrai que c'était aussi un peu inquiétant ce qu'il disait dans ses vœux, Emmanuel Macron, en disant qui aurait pu prévoir la crise climatique de cet été. C'était maladroit. Ça lui a été reproché comme une bourde, oui, d'ailleurs. Oui, c'était maladroit, mais ça revient souvent, en fait, cette espèce de... il en a fait beaucoup, on va pas vivre comme des Mormons, comme des Amish. Comme des Amish, pardon. Il y a quand même cette rengaine, on sent que c'est pas son truc, on sent qu'il a pas envie, qu'il voit pas le retour sur investissement, ou le retour sur investissement sera trop lointain. Mais donnons-leur crédit de commencer à s'en occuper. C'est très compliqué de s'occuper et de communiquer sur cette thématique parce que les victoires sont lentes à obtenir. À très long terme, on le disait tout à l'heure. Et l'acceptabilité est difficile, y compris financière. Et ils ont eu ce dramatique précédent des Gilets jaunes qui leur a fait peur. Une augmentation de la taxe carburant qui a mis le feu à la France. Et en effet, c'est cette question de comment aider les plus modestes à passer cette transition écologique sans que ça pèse complètement sur leur portefeuille. C'est intéressant qu'on pose la question. Juste une petite point. Moi, je me suis interrogée quand même sur Jean Pisani-Ferry. Il le dit, mais quand même, il le dit tout en petit parce que cette question des 10% et de sa proposition, c'est sur un astérix qui est en bas de page. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu pour embêter Emmanuel Macron? Mais c'est très étonnant. C'est vrai, c'est tout petit. Vous êtes d'accord, Antonin André, Macron l'écolo, c'est pour la galerie? En fait, Emmanuel Macron, il a fait une erreur majeure qui a durablement marqué tout son règne. Il a nommé Nicolas Hulot. Bravo, faire. D'autres présidents ont essayé. François Hollande a essayé. Nicolas Sarkozy a essayé. Aucun n'a réussi. Il a décroché Nicolas Hulot. Et là, on s'est dit, waouh! Waouh, putain, le souffle de l'écologie souffle sur le pays, ça va dépoter, ça va être Ushuaïa, une musique superbe, des grandes mises en scène, et on va faire des rénovations, on va voir les rénovations en temps réel se faire dans tous les logements, on va voir des arbres pousser en temps réel, enfin ça va être absolument génial. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Hulot s'est fait virer, ou en tout cas il est parti, mais parce que d'une certaine façon on l'a viré, et ça a marqué. Tant mieux d'une certaine manière. Alors tant mieux ou tant pis. Tant mieux ou tant pis, mais si vous voulez, Émilie parlait de communication, en termes de signal renvoyé au pays, ça a renvoyé le signal que le champion de l'écologie populaire, consensuelle, voire un peu glamour, Nicolas Hulot, non mais pardon, excusez-moi, qui fait de la télé, qui vient de la société civile, qui a voyagé dans le monde, non mais bref, oui, pardon, excusez-moi, le mot était pas le il a quand même des petites affaires aux fesses. Que ce symbole extrêmement fort de l'écologie aujourd'hui avait fait long feu dans son gouvernement. Et à partir de là, si vous voulez, la parole du président a été largement entamé sur le sujet de l'écologie, et c'est vrai qu'il se contente de petites lois, la rénovation thermique des écoles, la loi contre le recyclage, contre le gâchis, le gaspillage. En réalité, oui, il faut s'endetter par dizaines de milliards. Oui, c'est à l'État de faire l'effort. Il faut faire l'effort, et seul l'État et la puissance publique et les grandes entreprises peuvent aujourd'hui se lancer dans un grand plan de rénovation thermique, se lancer dans des grands chantiers qui coûteront beaucoup d'argent, mais il n'y a pas le choix. Et je trouve que le manque de courage à cet égard d'Emmanuel Macron pourra lui être reproché dans l'histoire et marquer son quinquennat plus durablement que les belles ordonnances travail qu'il a faites ou les assouplissements du code du travail. C'est pas ça qu'on retiendra. Jugement sévère d'Antonin André. Alors c'est vrai qu'on nomme une star comme Nicolas Hulot, ça marche pas. On nomme un inconnu maire d'une grande ville, c'est Angers en l'occurrence, comme Christophe Béchu, ça marche pas. Vous êtes d'accord avec Antonin? Macron l'écolo, c'est pour la galerie donc. Je pense que c'est un problème, je ne suis pas psy, mais je pense que c'est un problème psychanalytique. Emmanuel Macron n'est pas écologiste. Tous les gens qui l'ont rencontré quand on a parlé avec lui disent il n'est pas écologiste, il est profondément productiviste. D'une certaine manière, pour ça, il est de gauche. Pour ça, il vient d'un logiciel de gauche assez classique où il pense que la croissance va tout régler, y compris les problèmes écologistes, parce qu'il pense que la croissance, ça peut être de la croissance verte et qu'on fasse de la croissance pour fabriquer des vieilles chaudières pourries ou qu'on fasse de la croissance pour fabriquer des vélos électriques.
électrique, tout ça, ça fait de la croissance. Témoin son grand raout à Dunkerque l'autre jour en disant, bah voilà, moi je viens installer un Taïwanais qui va faire des millions de batteries électriques, etc. Tout ça, c'est de la croissance. Donc, c'est profondément sa conviction. Comme il n'est pas complètement idiot quand même, il se rend compte que sa propre conviction est questionnée par le réel. Et je pense qu'il est exactement au moment où, voilà, ses convictions profondes, ce qu'il a dans le ventre, dans son logiciel, sont questionnées par le réel. Et ça sort pas bien. À chaque fois, ça sort pas bien. C'est-à-dire que la façon dont il se questionne, alors il tient des propos, oui, on ne peut plus faire comme si la planète n'était pas menacée, etc. Mais à tout moment, un moment, il dit une connerie, pour dire les choses clairement. Vous avez parlé... Vous pensez à quelle connerie, Gilles ? Ce qu'a dit Émilie sur les Amish, ce qui avait été dit, et ce qu'on n'a pas dit sur les normes, par exemple, ce qu'il a redit l'autre fois sur les normes, sur le fond qu'il faille une stabilité. Beaucoup disent, on a déjà en Europe les normes les plus sévères, il s'agit déjà de les appliquer. Appliquons-nous à ce que pendant 5 ans, on les applique, et c'est vrai que c'est pas la peine d'en leur rajouter. Est-ce que c'était la peine de provoquer en le disant ? Non. Lui qui est capable d'avoir une position très millimétrée sur l'environnement, n'est pas toujours très équilibré. Et c'est dommage aussi parce qu'on a vu avec les questions de sobriété, l'inflation a beaucoup joué, que les citoyens étaient quand même assez responsables là-dessus. Alors c'est vrai que c'est plus guidé par le portefeuille et pour éviter les grosses factures d'énergie, mais il y a une baisse vraiment en termes de consommation. Donc ça veut dire que les citoyens sont peut-être plus en avance sur ça, même si on est souvent schizophrène entre son portefeuille et ses envies environnementales. Et les entreprises, vous en avez parlé, Antonin, il y en a qui n'attendent pas finalement qu'il y ait une impulsion de l'État parce que leurs consommateurs leur demandent ça, parce que les jeunes diplômés qui rentrent dans leur boîte veulent ça, c'est-à-dire une société avec une responsabilité sociale et environnementale au top. Et on sait que c'est plutôt un rapport de force qui est en faveur des jeunes diplômés. Donc il y a cette espèce de potentiel. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que ce Emmanuel Macron, qui est si Startup Nation, si moderne, n'ait pas compris que c'était une valeur qui était une valeur d'avenir, que ça pouvait être un challenge même pour un pays de se dire on va réussir. Ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous faire modifier nos modes de production, nos habitudes et tout ça, mais on va y arriver parce que on a envie d'y arriver. Il y a des pays comme la Suède qui ont décidé de se lancer là-dedans tardivement, mais plutôt que nous, et qui ont fait ce challenge-là. Et quelque part, ça affiche un signal vert de côté positif. Là, il le prend comme une contrainte. Je vais le faire à minima, ça va pas me coûter trop d'argent, et puis les gens seront contents. Et je pense que ça ne suffira pas. Peut mieux faire donc pour Emmanuel Macron au niveau du bilan écologique. Merci pour ces explications fort instructives. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, troisième et dernière partie de notre débat. L'IOT, le petit groupe qui monte et qui pourrait faire très mal au gouvernement. Alors on récapitule ce petit groupe parlementaire. L'IOT, ça veut dire Liberté, corrigez-moi, indépendant, outre-mer et territoire, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. A déposé une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites et le passage de l'âge de 62 à 64 ans. Elle sera votée le 8 juin à l'Assemblée. Le pire pour les gouvernements, c'est qu'on a l'impression qu'elle a des chances de passer cette proposition de loi, non, Antonin ? Oui, alors toute la question est de savoir si le gouvernement va s'opposer ou pas en fait à cette proposition de loi en argumentant sur l'aspect constitutionnel, c'est-à-dire que ça alourdit les finances publiques. Le groupe LIOT a une parade qui est de monter les taxes sur le tabac. Moi, je trouve que c'est intéressant en fait que cette loi passe au vote à l'Assemblée nationale et que le gouvernement aurait tort de vouloir l'empêcher parce que de toute façon, on sait bien qu'ensuite il y a le Sénat, la commission mixte paritaire, donc ça n'a aucune chance d'aboutir. Mais je trouve que le gouvernement devrait aller au vote et ne pas donner le sentiment de vouloir à tout prix éviter qu'il y ait un processus démocratique ou en tout cas un semblant de démocratie sur ce vote. Et par ailleurs, on va un peu vite en besogne en disant que le vote serait forcément positif parce que vous l'avez dit, les LR sont quand même au centre du jeu. Si la moitié des LR votent contre cette loi, elle peut ne pas passer. Donc, je trouve qu'il y a un moment de vérité qui est pas forcément inutile. Et si jamais cette loi était adoptée, ce serait désagréable pour le gouvernement. Mais on pourrait aussi le créditer d'avoir dit l'Assemblée a voté, néanmoins, il n'y a pas de majorité parlementaire, donc cette loi ne sera pas adoptée. Mais on n'a pas fait d'obstruction et on a laissé d'une certaine façon la démocratie s'exercer. Oui, parce que si l'Assemblée la vote, il faudrait encore
alors que le Sénat la vote derrière, ce ne sera pas possible puisqu'il y a une majorité de droite qui est contre cette proposition de loi. Après, j'en reviens à vos questions de procédure. Le gouvernement veut empêcher ce vote parce que ça serait effectivement un peu gênant, mais ça ferait vraiment mauvais genre, non? Pas un seul vote des députés sur le texte, Gilles, ça serait antidémocratique, non? C'est ce que dit Antonin, que tout prendre, il faut de toute façon voter. Je trouve, en vrai, d'immense respect que j'ai pour Antonin, je trouve sa présentation un petit peu naïve. Là, naïve. Le gouvernement est vraiment confronté à un problème, c'est la peste ou le choléra. Mais c'est vraiment la peste ou le choléra. C'est-à-dire, Gilles, la peste ou le choléra? C'est-à-dire que soit il prend ce que dénonce Antonin, c'est-à-dire que c'est vrai que s'il n'y a pas de vote, eh bien, il montre qu'il ne veut pas d'expression démocratique. C'est la brutalité, c'est le fait d'empêcher le Parlement de voter, et que jamais, puisqu'on le sait quand il y a eu le 49.3, et que jamais le Parlement, jamais l'Assemblée nationale, qui est notre représentation à tous, jamais l'Assemblée nationale n'aura voté sur une modification aussi importante de la loi et de la vie des Français. Et c'est vrai que ça pose un immense problème et que ça montre un gouvernement qui passe en force. Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir les conséquences d'un vote positif. C'est-à-dire que si la loi est mise aux voix et qu'elle est votée, ça veut dire qu'une seule fois l'Assemblée se sera prononcée et elle se sera prononcée contre. Donc non pas jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'arrivée du Messie, comme on dirait à Radio J, mais en tout cas jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, on lui dira « Votre réforme principale, l'Assemblée a voté contre. Vous avez fait passer une loi, parce que Antonin a raison, avec le Sénat, elle passera, etc. Mais l'Assemblée nationale aurait voté une fois et elle aura voté contre. Et pendant 4 ans, Emmanuel Macron devra affronter cette chose que chaque personne qui bossera 2 mois de plus que prévu se dira, mais pourtant, cette voix, une fois, elle est passée devant les députés. Elle n'a pas été. Et les députés ont voté contre. Et alors, c'est la peste ou le choléra. C'est difficile de savoir quel est le pire des deux. Cruel dilemme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le moins pire, Émilie? Je pense qu'en effet, le symbole d'un vote, même uniquement à l'Assemblée nationale, serait terrible. Et on sait que le gouvernement a déjà assumé un 49.3 auparavant, qui a eu un effet dramatique et peut-être au-delà de ce qu'ils avaient estimé. Je pense qu'ils vont assumer même un article 40 qui empêcherait la loi. On sent que c'est en discussion. Est-ce que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, accepterait ou pas? Alors que le texte avait été validé une première fois. On sent que ça se trafique un petit peu. Et je pense que le gouvernement, ils sont passés à autre chose. Ils sont post-réforme des retraites. Ils ne veulent surtout pas que cette boîte soit réouverte. On sait que les syndicats calent leur agenda par rapport à cet agenda parlementaire avec une manifestation le 6 juin. S'il y avait un vote, ça relancerait un petit peu toute cette dynamique. C'est assez malin de la part du groupe Lyot, mais je pense que le choix, il est quasiment fait. Alors, article 40 ou obstruction, ou en tout cas, capacité à convaincre les uns et les autres, parce que alors là, ça serait une victoire de voter en défaveur de cette proposition de loi, ça serait encore plus une victoire. Yeah. Je pense que le rouleau compresseur du gouvernement, voilà, il est lancé, et il faut l'avouer, c'est vrai ils ont réussi avec cette communication à tout va, ces milliards distribués à tout va, à faire passer un petit peu à autre chose. J'avoue que c'est quand même assez réussi, même s'il reste des manifestations. Après, ce qu'il restera probablement, c'est cette espèce de saignée qui s'est passée justement sur tout ce projet de loi qui a porté la réforme des retraites, cette façon constitutionnelle, oui, mais qui manquait un petit peu de touche démocratique pour écouter le peuple, écouter les parlementaires. Principale critique à Emmanuel Macron. Oui, et ça, je pense que ça va rester. C'est saignant, c'est toujours très virulent. La plaie, elle n'est pas refermée. Ça réapparaîtra autrement. Ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron, mais a priori, il assume de continuer à gouverner un pays, à lancer des actions sans avoir l'assurance de sa majorité qui est de plus en plus relative à l'Assemblée nationale, sans avoir véritablement d'alliés, que ce soit les élus, les syndicats. Je pense que ça va être compliqué, mais a priori, il est prêt à l'assumer. C'est un peu saignant, c'est un peu sanglant en fait comme trajectoire, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il y a un moment où la population, après toutes les crises qu'on a vécues, on se dit ça serait bien qu'on puisse avancer avec des jours meilleurs, les fameux jours heureux qu'ils l'appellent depuis, je crois, l'été 2020. Depuis le Covid. Voilà, c'était en l'été 2020 où il avait commencé à parler de ça. Bah oui, on a envie de jours heureux. Et là, c'est pas tellement des jours heureux, c'est des jours très autoritaires et une marche forcée qu'on a du mal à accepter. Alors on n'y est pas encore, et c'est vrai que le gouvernement, à force de tapis de bombes, d'annonces et de mesures diverses et variées, avait quand même réussi à changer un peu le terrain du débat et à tourner la page de la réforme des retraites. Est-ce qu'avec ce vote du 8 juin, Antonin André, il y a un risque de remettre une pièce dans la machine et de retomber dans cette bataille qu'on a chroniquée pendant tout l'hiver, ici même, tous les mercredis?
Bah oui, il y a un risque. Effectivement, l'analyse d'Émilie est crédible. C'est vrai qu'entre la peste et le choléra dont parlait Gilles, la tentation du gouvernement, c'est de continuer, de passer à autre chose, d'empêcher ce vote à circuler, tout prix. il n'y a rien à voir. Moi, je pense qu'il faut assumer aussi d'avoir un débat à nouveau sur ce sujet, que l'Assemblée vote, et je ne suis pas sûr, encore une fois, que le vote serait forcément positif. C'est comme le 49.3. Non, mais je veux dire que c'est un risque à prendre. C'est un vote qui sera effectivement regardé de très près par tout le pays, qui sera considéré comme un vote extrêmement fondateur et important, en tout cas qui marquera la suite du quinquennat. Et cette responsabilité-là qui va peser tout d'un coup sur les députés, notamment les députés les Républicains, à mon avis, peut faire pencher la balance contre cette annulation de la réforme des retraites. Donc, je serais le gouvernement, moi, je dirais un peu, même pas peur, et si par malchance, encore une fois, le vote était positif, eh bien, il y a aussi toute une pédagogie à faire sur, on est dans une majorité relative, le Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Effectivement, cette loi n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, mais néanmoins, la Constitution et les règles nous protègent de ce vote-là. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller au vote aujourd'hui. Gilles Bontrain n'est pas d'accord, visiblement. Non, mais démocratiquement, je trouve que Antonin a raison, et je trouve que le fait que la Constitution permette, par des artifices, de modifier aussi sensiblement la vie des Français sans que jamais personne ne vote, est un problème sur lequel il va falloir se pencher. Il n'empêche que la Constitution, est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Encore une fois, mais je vais répéter ce que j'ai dit, le seul aurait été non seulement que la loi n'a pas été votée, mais qu'elle a été abrogée. Les gens pourront dire, l'Assemblée s'est prononcée une seule fois, elle a abrogé la retraite à 64 ans. Et je redis ce que j'ai dit sur la peste ou le choléra. Ce qui s'est passé sur le 49.3, comme dit Émilie, voilà, ça va durer 1 mois, 2 mois, etc. Et puis au bout d'un moment, on oubliera, voilà. Si pendant 4 ans, on dit, mais cette loi, elle a été abrogée, je trouve ça... on ne le dira pas pendant 4 ans, parce qu'il y a les vacances d'été qui vont passer, et en fait, un sujet chassant l'autre, on l'a bien vu, on pensait tous que cette mobilisation sociale dans les rues, cette espèce d'obstruction, il y a quand même eu des jours ici où on commentait une forme de chaos institutionnel, et on se disait, mais ça va être terrible, ça va être... Comment le gouvernement va s'en sortir ? De cricket, les 7 plaies d'Égypte, voilà. En réalité, effectivement, le scénario le plus probable... On n'est pas d'accord. C'est ce que dit Émilie, c'est qu'il y ait un moment de brutalité qui soit marqué, qu'il y ait un moment comme ça d'acmé, ou d'effervescence et de mouvement social, et puis ça va être les vacances d'été, et puis... Non, et puis la chance du gouvernement... Parce que précision théologique, pardon, il y a 10 plaies d'Égypte. Je le dis parce qu'on est sur Radio J. L'atout du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'issue politique, il n'y a pas d'alternative politique, et c'est bien pour ça que c'est le groupe Lyotte qui porte cette proposition de loi, parce qu'il peut récupérer à la fois des votes du Rassemblement national et de la NUPES. Il n'y a pas d'autre alternative politique pour le moment à l'Assemblée nationale face à Emmanuel Macron. Et ça, du coup, il peut aussi en prévaloir en disant, bah oui, vous êtes gentil, vous votez quelque chose qui détruit ce qu'on a commencé à créer, mais vous proposez rien derrière, il n'y a rien de construit et de crédible, et c'est ce qui commence à donner comme élément de langage dans la voix d'Olivier Véran ou quoi, en disant, c'est pas constitutionnel cette loi, parce que vous ne financez pas. Nous, on a des projets qui sont en effet un petit peu brutaux, mais au moins qui correspondent aux besoins des Français et qui sont crédibles. Et globalement, c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas s'organiser une force politique qui pourrait faire le poids. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est le poids qui est désormais attribué à Lyotte, qui est devenu, semble-t-il, l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Ça en dit long sur l'état de l'échiquier politique. Je rappelle que ce petit groupe, il avait déjà failli faire tomber le gouvernement en déposant une motion de censure, c'était en mars dernier, et c'était passé de justesse à 9 mois après. Comment expliquer qu'aujourd'hui, ce petit groupe de briques et de brocs qui mène de la droite, de la gauche, des Corses, des Outre-mer, des indépendantistes et un centriste, un vieux routier du Parlement, Charles Amédée de Courson, comment se fait-il que ce groupe devienne la pierre angulaire de notre vie politique, Antonin André ? C'est le morcellement de l'Assemblée nationale et le fait que le clivage gauche-droite a complètement explosé et qu'Emmanuel Macron a essayé de bâtir un groupe central en rejetant 2 extrêmes de chaque côté.
on assiste à une, comment on appelle ça, Jérôme Fourquet, une archipélisation. Une archipélisation de l'Assemblée nationale. C'est la Knesset, quoi. On cherche le plus petit dénominateur commun sur lequel on peut voter. C'est-à-dire que le LFI et le Rassemblement national ne veulent pas voter l'un avec l'autre. Mais par contre, si c'est une proposition de Lyotte, alors là, on se bouche le nez, mais on peut voter la proposition de Lyotte parce que on considère de chaque côté qu'ils sont à peu près fréquentables et à peu près inoffensifs. Ce sont des ultramarins, des Corses, c'est bien sympathique, c'est chamarré, d'horizons politiques différents, donc c'est assez neutre. C'est la Suisse de l'Assemblée nationale, donc on peut se rallier à leur panache indéfini d'une certaine façon. Mais c'est le résultat d'une archipélisation de l'Assemblée nationale. Il va falloir s'y habituer parce que ça va continuer comme ça. Et encore une fois, ça pose aussi la question de la responsabilité des oppositions, parce que là, on cristallise sur Emmanuel Macron et sur son gouvernement qui sont brutaux, qui n'écoutent pas. Mais il faut aussi regarder, dézoomer encore un peu et voir la responsabilité de chacun. Les LR qui se sont déjugés sur les retraites et qui ont perdu leur boussole, d'une certaine façon, ils ont trahi aussi leurs électeurs, ils ont trahi ce qui faisait leur colonne vertébrale. La France insoumise, qui n'a de cesse de faire de l'obstruction, qui ne propose absolument aucune alternative et dont on a le sentiment qu'elle ne veut qu'une chose, c'est l'insurrection et d'une certaine façon renverser cette 5e République à laquelle il ne croit plus. Le Rassemblement national qui se planque et qui joue la respectabilité sans jamais rien proposé sur le fond. Je veux dire, la consternation, on peut la partager avec l'ensemble de la classe politique qui, dans ce quinquennat, montre quand même ses limites, ses faiblesses, et c'est là que c'est très inquiétant pour la suite de la démocratie. Ça fait un peu 3e République d'ailleurs, hein. Ça ressemble pas franchement au nouveau monde que nous avait vendu Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très glorieux, ce poids démesuré politiquement attribué à Lyotte aujourd'hui, un groupe de 21 députés sans colonne vertébrale. Ils ont tout dit. Lyotte permet à chacun de ne pas se salir les mains, c'est tout. Voilà, quand si quelqu'un dit 2 et 2, si quelqu'un du RN dit 2 et 2, ça fait 4, LFI ne le vote pas. Si un LFI dit 3 et 3, ça fait 6, le RN ne le vote pas. Quand Lyotte le dit, c'est très simple, ça permet à tout le monde de voter des choses qui embêtent le gouvernement sans donner l'impression de se compromettre avec le diable du camp d'en face. Donc il profite effectivement de la majorité relative, de cette position centrale en situation de majorité relative. Ce qui est rigolo à dire sur ça, parce qu'on parlait de Lyotte, c'est les pressions du gouvernement. Il vous a peut-être pas échappé que lors d'une émission sur France 3, Laurent Marcangeli, qui a 2 caractéristiques, c'est qu'il est président du groupe Horizon, mais qu'il est corse. Le groupe d'Édouard Philippe, membre de la majorité. Mais il est corse, puisqu'il est député de Corse, et il a dit très clairement, parce que dans Lyotte, il y a des élus de Corse, il a dit, en ce moment, le gouvernement est en négociation pour l'avenir du territoire. Ça, avec ce gouvernement-là, vous savez que ça avance. Si le gouvernement devait tomber, franchement, vous n'avez aucune certitude. Donc, réfléchissez bien en tant que Corse. C'est un conseil amical. C'est un conseil amical. Une amicale pression. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que Jean-Guy Talamoni, qui est dans le couple Simeoni-Talamoni, c'est le dur. C'est vraiment celui qui n'est pas... Président de la collectivité territoriale qui n'est pas pour des concessions, a dit... De fait, il n'est pas très habile de faire tomber le gouvernement. Tu veux partir à 62 ans, voilà. Ce sera peut-être avant. Il n'est pas très habile de faire tomber le gouvernement au moment où des négociations sont entamées sur le statut de l'île. Surtout que le groupe Lyotte n'était pas du tout fait pour mettre des cailloux dans la chaussure du gouvernement à la base, puisque c'était justement pour plutôt peser dans la majorité et les aider à... Emmanuel Macron cotait sur eux pour voter. C'était vraiment un petit peu le deal qui était réalisé. Moi, je trouve que ce qui est plus inquiétant, et probablement ça a été lancé même par Emmanuel Macron, d'arriver de nulle part, sans parti, sans véritable colonne vertébrale, si ce n'est sa figure et ce qu'il incarnait lui, puisqu'on voit bien que c'est difficile de faire quelque chose à l'unisson dans ce parti politique, qui n'en est pas un même d'ailleurs, c'est un mouvement. C'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est des opportunismes politiques finalement. Ce groupe Lyotte saisit cette opportunité de faire parler de lui et d'avoir... Il parle même des élections européennes maintenant. Voilà, ils se sentent plus, quoi. Ils se sentent pousser des ailes, oui. C'est très étonnant, une liste européenne de Lyotte. En fait, alors là, il faudra qu'on m'explique sur quel programme et sur quelle ligne. C'est quand même, c'est terrible. Ça veut dire que l'opportunisme politique est plus important que le côté colonne vertébrale d'un parti. Et c'est vrai que le fait qu'Emmanuel Macron ait fait exploser les partis traditionnels, ça impose un petit peu cette scène où finalement tout le monde a son quart d'heure de gloire, comme dirait Andy Warhol. Son quart d'heure de gloire politique est possible, peu importe les idées, peu importe. Sur le moment, je vais penser ça parce que ça réunit le maximum de personnes. Ça, c'est inquiétant.
parce que ça donne des forces, à mon avis, à ceux qui ne bougent pas. Et ceux qui ne bougent pas, c'est souvent à l'extrême droite, qui sont très puissants à l'heure actuelle, et d'ailleurs dont on ne parle pas, parce qu'ils ne parlent pas, ils sont silencieux, et ils accumulent forcément des voix, donc il faut faire attention à ça. Un quart d'heure warolien qui peut coûter très cher. Eh bien, merci à tous trois pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout du bilan écologique faible, il faut le dire, d'Emmanuel Macron, de ce fameux groupe Liad qui devient l'alpha et l'oméga de la vie politique française, ainsi que bien sûr de la grande offensive de la droite, Gilles, que vous avez dénoncé avec beaucoup de force et beaucoup de talent sur l'immigration. On se retrouve mercredi prochain 21h pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie de la Dream Team de la politique française. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J, surtout vous, Gilles, qui est souvent un peu bavard et un peu prodigue en confidence. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine.